Dernier plateau sur notre thème de ce grand débat de ce soir. Quelle histoire de France, quelle histoire des France, quelle histoire pour la France. Comment faire du commun et du divers dans la transmission et le partage de cette histoire vivante. Et là, nous allons, après avoir pas mal mis en pièces les tenants du roman national, de la légende des Gaulois et autre chose, nous allons nous occuper des alternatives. Comment inventer une histoire des possibles, une histoire qui parle à tout le monde, une histoire qui ouvre des chemins, une histoire, cela a été dit, où chacun peut se reconnaître et la ressentir, tout en apprenant, évidemment, car l'histoire, ce sont des récits, ce sont des faits, ce sont des événements. Alors nous allons faire avec vous, Michèle Riot-Sarcey, dont vous avez frappé fort cette année, mais après d'autres livres. Vous êtes historienne plutôt du 19e siècle, et notamment de la Révolution de 1848. Et là, vous avez publié ce formidable livre, Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France, qui revisite, qui reva à l'origine de ce qu'on appelait les démosocles, les marianeux, l'idéal d'une république démocratique et sociale. Et il y a aussi ce livre, celui-là chez La Découverte, Le réel de l'utopie, qui est un très beau titre, Le réel de l'utopie. Nous avons fait plusieurs clins d'œil à Suzanne Citron pendant cette émission. Son identifiant sur Mediapart, c'est pas caché, c'est utopiste sans illusion au pluriel. Salut, utopiste sans illusion. Le réel de l'utopie, essai sur le politique au XIXe siècle. En face de vous, Ludivine Bantigny, aussi historienne, vous avez travaillé sur les jeunes, mai 68, et vous êtes l'auteur, notamment dans le cadre d'une... Et les deux autres intervenants participent aussi à la même aventure, Histoire de la France contemporaine, c'est-à-dire les éditions du Seuil reprennent un peu l'ensemble de cette collection. Et vous avez fait, de 1980 à nos jours, la France à l'heure du monde. Et puis, donc, Arnaud Hout, vous êtes, vous aussi, donc, historien, et vous, donc, c'est le nouvel atlas de l'histoire de France que vous avez co-dirigé. Et Quentin Deluer-Mose, excusez-moi, je n'ai pas le livre pour une histoire des possibles que vous avez publié au Seuil, mais comme je le disais, vous, justement, c'est dans le même travail. Alors, notre thème, c'est quel récit alternatif, quelle histoire critique? Alors, première question à vous, Ludivine, en prenant justement votre livre. Est-ce que, d'abord, une histoire alternative n'est pas celle qui fait rentrer le monde? Bien sûr, mais en même temps, ça n'a rien de particulièrement nouveau que de faire entrer le monde. De toute façon, on est amené nécessairement à croiser les échelles, donc l'échelle transnationale est parfois tout aussi pertinente qu'une échelle beaucoup plus locale. Donc, faire entrer plutôt l'histoire des alternatives, c'est commencer par récuser un certain nombre de notions, y compris celles que vous avez employées tout à l'heure, à savoir la marge. Voilà. C'est vrai qu'on a tous et toutes tendance à parler beaucoup d'histoire par le haut, d'histoire par le bas, et on se reconnaît globalement dans cette idée que précisément il s'agit de faire une histoire par les anonymes, par les vous et nous de cette histoire. On a consacré une émission à l'hommage au Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social, qui a cette idée-là, les anonymes, les sans grade, les obscurs. Bien sûr, et ça c'est très présent. Par exemple, choisir dans le cadre de l'ouvrage et de la collection que vous avez citée, de travailler beaucoup sur précisément une histoire du travail. Donc une histoire qui est très souvent invisible sur la période considérée, les années 80 à nos jours, essayer de battre en brèche un certain nombre de préjugés selon lesquels, par exemple, les ouvriers, les ouvrières n'existeraient plus, ce serait une espèce en voie de disparition, que le travail à la chaîne, par exemple, n'existerait plus, alors que c'est le contraire qu'on peut voir s'expérimenter au quotidien. Voilà, ça c'est faire émerger en effet des formes d'invisibilité jusqu'alors vraiment passées sous silence ou sous le boisseau, mais c'est aussi dans une certaine mesure récuser cette hiérarchie de l'histoire par le haut, l'histoire par le bas,
parce que finalement, ce dispositif revient à le valider dans une certaine mesure. Par exemple, vous citiez l'ouvrage... Vous voulez dire qu'il n'y aurait qu'une histoire par le bas, ou il y a une ce que je veux histoire dire qui par là, interagit en haut, en bas? C'est déjà validé l'idée qui est du haut et du bas. Et c'est en soi une hiérarchie qu'on peut tout aussi bien récuser. Par exemple, quand vous évoquiez le magnifique livre en effet de Michel Zancarini-Fournel, et vous disiez que c'est une histoire par les marges, moi il me semble que c'est tout sauf de la marge. Je pense que c'est du je voulais dire que pour moi les marges sont au cœur. Oui, mais ça, voilà, mais tout à fait. Ça, on peut introduire voilà. des contradictions dans les termes, mais justement, c'est aussi une autre vision du politique que de se dire que les intelligences collectives, les mobilisations, les luttes sont beaucoup plus centrales finalement que le petit monde d'une certaine agitation politique. Alors, le mot politicien est tellement de toute façon Politique galvaudé. ou médiatique. Mais en tout cas, voilà, médiatique, et que les projets sont là, véritablement. Les projets, les imaginaires. Moi, je ne me reconnais pas du tout, par exemple, dans le mot qui a été utilisé tout à l'heure de présentisme. C'est le mot qui a été forgé par François Hartog. Ou plus précisément, je ne pense pas que ni 1968, pour lequel il l'applique, ni la période ouverte par 1968, soit caractérisée par le présentisme. Et je pense, au contraire, que le dire, y insister avec cette espèce d'obsession, voilà, nous sommes dans une période présentiste, il n'y a plus d'imaginaire, c'est précisément refuser d'aller voir toutes les ouvertures. En 1968, c'est évident, hein, on peut faire une histoire magnifique des utopies concrètes, en effet du réel de l'utopie, pour reprendre la formule de Michel Rio-Sarcey, le « et si », voilà, le « et si » qui est ô combien présent dans cette histoire, mais vraiment du quotidien de 1968. Hein, je parle là des comités de grève, des comités de base, des comités d'action dans les quartiers, dans les entreprises occupées. Et là aussi, c'est récuser un préjugé qui consiste à dire, et c'était le cas déjà pendant les événements du côté de ses contempteurs, du côté de ses critiques, dire que au fond, ces gens, et en particulier ces jeunes, là, ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent. Et c'est ô combien faux. Et je pense que ce terme de présentisme, il faut aussi l'interroger dans la manière dont on l'applique à notre présent. Parce qu'il fige, en clé. Et il fige, et il refuse de voir précisément qu'il y a des anticipations, d'autres regards sur l'avenir, qu'il y a des projets alternatifs qui sont vraiment vivants et actifs, et que c'est eux aussi qu'il s'agit vraiment de considérer en historienne et en historien. Décentrer, ça ne veut pas dire aller sur le côté, ça veut dire au contraire aller au cœur, faire surgir ce qui Exactement. est un peu enfoui par un discours dominant, alors que c'est la vitalité de l'histoire qui s'invente. Bien sûr. Alors justement, l'histoire qui s'invente, puisque ça va d'aujourd'hui à hier, Michel Rio-Sarcey, est-ce que toujours faire une histoire alternative, c'est aussi faire entrer cette longue durée de l'émancipation ? Difficile parce qu'on aimerait dire énormément de choses après toutes les interventions. On a du temps ici. Ça, c'est très bien. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est à la fois de comprendre et essayer de penser l'avenir. Comprendre le passé et penser l'avenir. Et c'est bien pourquoi aussi je rejoins ce que dit Ludivine à propos du présentisme, parce que ça réduit considérablement ce qui se passe aujourd'hui dans cette impossibilité de penser le lien entre passé, présent et avenir. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que tous ceux qui essayent de réfléchir de manière un petit peu professionnelle ont oublié que tout ceci existait. Alors comment essayer de comprendre qui nous sommes et comment nous avons en quelque sorte, nous sommes en quelque sorte les héritiers d'un passé, tout compris. Un passé commun, mais un passé conflictuel. C'est-à-dire qu'on peut aborder l'histoire de toutes les manières, par le travail, la maternité, par l'histoire des femmes, par l'histoire coloniale, par toutes sortes d'angles. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, on a vraiment besoin de quelque chose d'un petit peu général pour essayer de saisir quel est notre héritage. Nous, vraiment, nous sommes, à l'heure actuelle, en train de réfléchir à partir d'un lourd héritage, qui n'a pas toujours été pensé de manière critique. Donc cet héritage, il faut pouvoir l'assumer et en même temps, de manière peut-être un petit peu rêveuse ou pas tout à fait classique, hein, je pense que le passé, ou plus exactement les contemporains du passé, nous réclament des comptes. Et ces comptes, il faut pouvoir les rendre. Donc,
comment faire? Alors moi, je l'aborde à ma manière, c'est-à-dire de manière aussi un peu sélective hein, et politique, bien entendu, parce que je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit à propos du politique. Qu'est-ce que ça veut dire le politique? C'est ce qui se passe dans l'espace public. Donc, il faudrait absolument qu'on puisse prendre en compte cette conflictualité du passé et en même temps les rêves du passé. Rêve, espoir sur l'émancipation. Parce que si on regarde les choses de manière un peu simple et avec recul, depuis, je dirais pas bien sûr l'histoire des origines, mais depuis un certain temps, au moins à partir des Lumières, disons, Lumière au sens large du terme et au sens global du terme, on imagine que le bonheur est à portée de tous. Mais il n'est pas simple à venir. Et il met du temps à venir. Et on a sélectionné tout ça. On a oublié de manière un petit peu surprenante que beaucoup d'individus, quels qu'ils soient, des anonymes comme des lettrés, imaginaient que l'émancipation était pensée possible pour tous et pour toutes. Et puis, étonnamment, je dirais presque paradoxalement, ça aboutit un moment dans l'histoire, des moments dans l'histoire, à la barbarie, toute forme de barbarie. Et en même temps, on va donc s'interroger sur qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui récupérer du passé. Alors c'est difficile de récupérer les choses du passé parce qu'elles sont mortes, elles sont finies, elles sont derrière nous. Sauf qu'il reste quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir, de l'événement non seulement qui n'est pas advenu, mais qu'on avait cru pouvoir tenir, saisir l'émancipation, la liberté, mais en même temps quelque chose qui est éteint. Et pourtant, il ressurgit. Pas de la volonté des historiens. Il ressurgit de manière indirecte, constante, soit à travers un idéal, soit à travers un ressentiment. Et pour pouvoir saisir à la fois cette conflictualité qui perdure entre idéal et ressentiment, il faut pouvoir donner un récit commun, conflictuel. Nous sommes tous d'origines différentes. La question n'est pas là, à mon avis. Elle est beaucoup plus fondamentale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment récupérer ces moments d'espoir qui jamais ne sont perdus. Ils sont vaincus, ils sont peut-être morts en quelque sorte, du point de vue de la visibilité, mais les insoumis ne le sont pas définitivement. Et la mémoire souterraine ressurgit, que l'on veuille ou non. C'est pourquoi il faut pouvoir écrire cette histoire, à la fois à contresens, dans un récit où tout le monde peut se reconnaître, mais un récit conflictuel, en acceptant les tensions, pour que chacun puisse retrouver son héritage, mais un héritage réel, c'est-à-dire un héritage soit qui est advenu, soit qui reste à venir. Et c'est pourquoi cette question du présentisme est véritablement problématique. Quand j'ai lu vos livres, quand même, dans ces débats-là, puisqu'on parlait de comment la politique instrumentalise tout ça, il y a ce mot république. On oublie qu'il a des adjectifs, y compris dans notre constitution démocratique et sociale. Est-ce que je simplifie en disant que vos travaux font qu'on enjambe quelque part un poids, vous disiez, c'est lourd, notre héritage, donc un poids de catastrophes, les catastrophes du XXe siècle, les catastrophes de la verticalité, de l'étatisme, de l'esprit de parti, et qu'en visitant cette origine de ces idéaux-là, où ceux qui disaient la République doit être démocratique et sociale étaient ceux qui étaient vraiment les minoritaires à ce moment-là, et là on réenchante quelque chose. C'est comme si on convoquait un passé plein d'à présent. On réenchante et en même temps on dit le vrai d'un moment éphémère. Quand il pensait la République démocratique et sociale, elle était accompagnée à la fois de tableaux extraordinaires, elle était accompagnée de chansons, elle était accompagnée de manifestations, elle était accompagnée de joie,
Elle était accompagnée de poèmes extraordinaires comme celui de Baudelaire sur la beauté du peuple en 1848, celui qui, sur son front... Dans le Salut public, voilà. Il n'y a eu que 2 numéros et qu'on voit à une exposition que je crois Mathilde Larère n'a pas beaucoup aimé, Soulèvement, mais qui n'est pas une exposition historique, qui est une exposition plutôt de Georges Didier Huberman sur l'art et la photo. Et on a les 2 numéros du Salut public, Courbet et Baudelaire. Et c'est vous qui avez exhumé cet éloge de la beauté du peuple. Et donc, je n'ai fait que traduire un moment historique où on croyait possible, puisqu'en quelques jours, une grande partie de la France est devenue républicaine et ne s'y attendait pas. Mais en même temps, l'espoir, c'était de tout bouleverser. Tocqueville l'explique de manière particulièrement intelligente, mais en même temps avec effroi. On veut tout transformer. Seulement, ça ne tient pas. Et pourquoi la République démocratique et sociale? Parce que la République tout court, ça ne voulait pas dire grand-chose dans la mesure où les mots ne correspondaient pas aux choses. C'est extrêmement simple, la République démocratique et sociale. Ça veut dire que les principes deviennent vrais, que liberté devienne vraie, qu'égalité devienne vraie, et que fraternité, qu'ils inventent de manière moderne, à ce moment-là, devienne réelle. C'est-à-dire fraternité, ça veut dire liberté, égalité entre pairs. C'est-à-dire qu'on est vraiment égaux, pas simplement en droit, mais aussi en capacité de l'exercer, en pouvoir de l'exercer. Et c'est tout ça que sous-tendait la République démocratique et sociale, même si ce n'est pas un mot d'ordre tellement répandu, c'est l'idée qui subsiste, c'est l'idée qui est particulièrement diffusée, si vous voulez, et c'est cet esprit qui montre que les mots doivent correspondre aux choses. Foucault n'a rien inventé. La première moitié du XIXe siècle ne cesse de s'interroger sur cette discordance entre les mots et les choses. Alors, Arnaud Hout, qu'est-ce que c'est que ce nouvel atlas de l'histoire de France? Qu'est-ce que vient faire? Parce que ça, c'est une question qui se pose à chaque fois. Pourquoi l'histoire a besoin de la géographie et inversement? Pourquoi il faut faire des cartes quand on fait de l'histoire aussi? Alors, c'est un moyen justement de revisiter peut-être l'histoire de France. C'est évidemment une forme très classique. L'atlas, ici, s'il est nouveau, c'est qu'il y en a beaucoup d'anciens et de très grande qualité. Mais ça repose d'abord peut-être sur un pari, justement, c'est qu'en cartographiant, en s'interrogeant sur les espaces, on voit des choses différentes. Et une des premières choses qu'on peut voir, je crois, c'est que dès qu'on l'ouvre, on voit qu'il n'y a pas tant d'hexagones que ça. Il y a évidemment, bien sûr, un certain nombre de cartes de France classiques, mais on a aussi beaucoup de cartes à une autre échelle, européenne, mondiale, puisque c'est aussi le pari, comme le dit le titre du livre de Ludivine, de faire une histoire de la France dans le monde, bien sûr. Et puis, il y a aussi beaucoup de cartes régionales et de cartes locales. Il y a des cartes de Paris, il y a des cartes de Marseille, parce que l'histoire de France, si on veut justement l'approfondir un petit peu, la questionner, il est nécessaire de varier les échelles et de jouer justement sur cette pluralité. Vous parliez tout à l'heure des France, mais justement, c'est un aspect essentiel. Cette pluralité, c'est constitutif finalement du questionnement que l'historien peut poser et par lequel, du coup, il peut renouveler finalement le regard qu'une société porte sur son passé. Je pensais, en travaillant tout ça, vous connaissez cet historien Marcel Detienne, qui est plutôt un historien de la Grèce antique et qui a enseigné aux États-Unis et qui a fait 2 livres que je recommande, que vous connaissez tous, historien assez au cœur de nos débats, comparer l'incomparable, pourquoi justement c'est l'incomparable qu'il faut comparer, et surtout comment être autochtone, où il épingle un petit peu la statue de Braudel. Je pense parce qu'on est au cœur, l'identité de la France en 3 tomes est un des derniers livres de Fernand Braudel, 85, et je cite juste, et vous allez réagir. Braudel a décidé de rentrer au village, chez lui, il est très acéré, Marcel Detienne toujours, entre la mémoire d'une grand-mère aimée et l'histoire du pays natal, Prévacy. Il en est sorti l'identité de la France, 3 volumes, couvre une profession de foi et elle va peser, citation, l'historien n'est de plein pied qu'avec l'histoire de son propre pays. Il en comprend presque d'instinct les détours, les méandres, les originalités, les faiblesses. Alors tout ça est au cœur d'un chapitre qui s'appelle « Grandeur du français » et donc de l'historien raciné. Alors, vous êtes raciné ou comment on fait une histoire qui ne s'arrête pas aux frontières, qui parle avec le monde, où il y a les autres qui interagissent avec nous?
Je suis né à la frontière. Donc, forcément, j'ai un regard différent peut-être. Mais je pense que c'est une question très concrète. Quand on est à une frontière, en l'occurrence pour mon cas la frontière belge, on voit justement à quel point le national est quelque chose qui n'est pas évident. Parce que tout simplement, il suffit de traverser la rue pour passer dans un pays qui est différent. Et pourtant, on voit bien qu'à travers cette frontière, il y a quelque chose qui se joue. Et on voit bien que dans la presse, dans les médias, on a beaucoup plus de nouvelles de ce qui se passe à Marseille que de ce qui se passe à Bruxelles. Donc quelque part, ce national, il existe. Il existe, mais en même temps, il a lui-même une histoire. C'est ce qu'on essaye d'ailleurs de montrer dans cet atlas. Il est construit, il a été construit. Il a été construit et on pourrait dire qu'il n'est jamais terminé de ce point de vue, puisqu'on essaye de le montrer un petit peu. Mais bien sûr, l'histoire de France ne peut pas commencer au Moyen-Âge, elle ne peut pas commencer à l'époque moderne, elle ne peut même pas commencer finalement avant peut-être la fin du 19e siècle, la conscription, la mobilité accrue des populations. Mais à ce moment-là, justement, la mobilité fait que la France n'est peut-être plus un cadre pertinent pour penser l'espace vécu des populations. Donc finalement, pour revenir à cette question des racines, je pense qu'évidemment, ici c'est un piège terrible, mais le cœur finalement de ce qui peut être finalement une manière de se prémunir contre cette question des racines, une manière de réfléchir un petit peu différemment à ces questions, c'est toujours de penser la France comme un autre pays, avec cette idée finalement qu'on écrit l'histoire de France comme on écrirait l'histoire de l'Allemagne, et comme un Allemand écrirait l'histoire de France, ou un Américain, et beaucoup d'historiens américains travaillent sur la France, comme un Américain peut l'envisager, comme un objet étrange. L'exemple le plus cité souvent, c'est comment Robert Paxton a fait le travail sur Vichy avant d'autres, ici même en France. Tout à fait, c'est cette question finalement de donner de l'étrangeté à son objet. Alors évidemment, on a un gros avantage quand on fait de l'histoire, c'est que par définition, on travaille sur des objets qui nous sont étrangers. Parce que tout simplement, c'est une autre époque. Même l'histoire très contemporaine, elle est très vite confrontée à cette question de la distance, de ce qui nous sépare. Et je pense que c'est un des vrais enjeux dans le travail de l'historien aujourd'hui, c'est d'insister là-dessus, d'essayer de ne pas justement, surtout pas tisser d'analogies. C'est très tentant, quand on fait de l'histoire contemporaine, on retrouve des analogies pour tout et n'importe quoi. Mais justement, retrouver toujours ce qui est la spécificité, l'étrangeté véritablement de ce passé. C'est ça finalement qui caractérise la démarche de l'historien et qui l'oppose finalement aux récupérations politiques, instrumentales de l'histoire. Regarder son pays comme si on n'en était pas. Phrase de Charles Péguy qui, à sa décharge, Braudel cite dans le même passage. Regarder son pays comme si on n'en était pas. Alors, Arnaud Hout, avec Quentin de Luermoz, vous avez un point commun, c'est que tous les deux, vous avez travaillé sur la police. Alors, la police, là, je suis passé de rubricard éducation à rubricard police. Donc, qu'est-ce que la police, dans l'histoire qu'on vient de raconter, les archives de police, cet envers du monde, cette part cachée, des mains courantes, des archives policières, etc. Dans tout ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce qu'elle fait pour inventer un autre récit historique, un autre regard, une histoire critique, une histoire alternative? Parler de l'histoire de la police ou de la police elle-même? Parce que la police construit sa propre histoire aussi. À vous de définir la réponse. Il y a l'institution policière qui raconte sa propre histoire et il y a le matériau, c'est ça que vous voulez dire? Alors tout à fait, une des premières bases, c'est que la police produit énormément d'archives qui nous donnent accès au terrain le plus quotidien d'une certaine manière du passé. Donc Arnaud est plutôt travaillé sur la gendarmerie et moi sur la police. Ce sont des rappels qui sont importants par les temps qui courent, mais ces fameuses archives de police, c'est celles avec lesquelles Arlette Fage a fait son Paris le peuple. Donc, dans bien des cas, c'est le seul moyen d'avoir accès à la vie quotidienne des populations et à la manière dont elles font appel à la police, dont elles lui résistent, dont elles jouent avec elle, dont elles les déjouent. Il y a tout un art de l'échange et des interactions au ras du sol qui propose une autre histoire de l'État, tout simplement. On n'a plus du tout, pour reprendre ce que disait Ludwig tout à l'heure, c'est vrai, il y a l'histoire du haut, du bas. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas une espèce d'histoire de l'État par en haut qui s'imposerait. Il est constamment détricoté, retricoté au quotidien dans les rues parisiennes, pour celles que j'ai le plus étudiées. Mais puisqu'on parlait d'histoire comparée globale, moi je travaille sur une police qui est d'inspiration londonienne. C'est le Bobby, c'est la gentille police, celle qui est préventive. La police de proximité. La police de proximité. Voilà. Bon. En réalité, quand elle est mise en place sous le Second Empire par Napoléon III, c'est aussi une police de surveillance. Il s'agit d'éviter de faire taire... Ça a donné l'îlotier. Complètement, c'est lui. Mais il s'agissait de faire taire ce qui avait émergé en 1948. Mais cette police, on la trouve aussi en Allemagne,
on la trouve aussi sur le terrain colonial. Donc là, il y a toute une histoire possible de l'État, par les interactions quotidiennes entre les administrés et les policiers, qui est possible sur des archives qui sont extrêmement concrètes. Voilà le genre de choses que permet d'une certaine manière l'histoire de la police. Une histoire de l'État incarnée, multiscalaire, sur plusieurs terrains, et puis on essaie de revoir comment les choses se sont organisées. Alors vous avez aussi, Pour une histoire des possibles, frayé une autre piste plus aventureuse. C'est une histoire contrefactuelle, c'est bien ça la formule? C'est ça. Alors ça veut dire c'est l'histoire de ce qui aurait pu advenir? C'est ça. On est chez Madame Irma ou on est dans l'histoire là? On n'est pas loin, on en a beaucoup parlé ce soir, hein. On a beaucoup parlé de Mais l'histoire des défendez, possibles, de l'advenu, du non-advenu. Parce que ça... Allez. Alors, c'est très simple, hein. Le contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si tel élément ou tel élément du passé avait été différent, c'est quelque chose qu'on se pose tous les jours d'une certaine manière. C'est un élément du langage commun. C'est les possibles. C'est les possibles. Si j'avais pas fait ça, qu'est-ce qui se serait passé, etc. Et les historiens, c'est vrai, s'en méfient énormément, alors même qu'ils l'utilisent continuellement. Quand on a commencé à travailler dessus, on s'est rendu compte que les livres d'histoire sont pleins de si telle bataille avait été remplie, si cette occasion n'avait pas été manquée, etc. En général, ils disent sans vouloir sombrer dans les affres de l'histoire contrefactuelle, et puis on a un paragraphe entier d'histoire contrefactuelle. Nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est que cette question du sens commun, elle pose une bonne question à l'historien. Parce qu'on voit bien que derrière le côté un peu farfelu, qu'est-ce qui se serait passé si Napoléon avait gagné Waterloo, sont en jeu les rapports entre déterminisme et contingence, entre réel et fiction, entre plaisir et sérieux dans l'histoire. Et en fait, ce qu'on a découvert donc avec Pierre Singarvelou, c'est un livre qu'on a écrit à deux. C'est vraiment écrit à quatre mains. On ne retrouve ni tout à fait mon écriture, ni la sienne. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en réalité, le contrefactuel est indéterminé. C'est-à-dire l'histoire avec les si peut prendre plein de formes. Des plus grotesques, Napoléon aurait-il pu gagner à Waterloo, ce qui d'ailleurs autorise des partages en termes pédagogiques extrêmement intéressants, aux plus élaborés, des plus déterministes à ceux qui vont lutter contre ce que Ricoeur appelait la fascination du révolu, de l'histoire la plus à droite comme la plus à gauche. Et ce qu'on a voulu faire avec Pierre Singarvelou, c'est voir à quelles conditions elle pouvait être utile, et ce qui nous apparaît le plus intéressant, ce qu'on appelait les possibles non advenus du passé. C'est-à-dire que le « et si » est un moyen de poser la question des possibles non advenus du passé. Je vous donne juste deux exemples pour que ce soit un peu plus clair. Ça permet d'une part le décentrement et d'autre part de prendre à bras-le-corps la question des révolutions. Sur le décentrement, je prends que des exemples qui sont très célèbres en réalité. C'est ça qui est rigolo, c'est que l'historiographie est pleine de ça. C'est dans l'histoire globale le rôle qu'a joué un amiral chinois qui s'appelle Zheng He au XVe siècle. C'est un amiral eunuque, musulman, qui est parti qui a fait 7 expéditions dans le monde, hein, qui a exploré l'Asie du Sud-Est. C'est le grand explorateur, découvreur, à cette alors, époque des grandes découvertes, il allait jusqu'au Mozambique, avec des guillemets. c'est ça. Et la question, c'est et s'il avait réussi à s'installer? Si l'histoire mondiale était devenue chinoise. Exactement. Sauf qu'il faut rappeler qu'il est parti avec 28 000 hommes. C'est pratiquement la population de Lisbonne à l'époque. C'est pas une petite expédition comparativement pour être celle de Vasco de Gama. C'est quelque chose de massif. On ne sait pas tellement pourquoi il est revenu aussi vite. Que permet ce simple petit contrefactuel? De rappeler que la Chine était la première puissance mondiale au XVe siècle et que l'histoire de l'Europe n'est qu'une histoire parmi d'autres et qu'il faut apprendre à la réintégrer dans ces autres possibilités, ces autres multiplicités. Voilà pour l'exemple du décentrement. L'autre exemple, c'est celui de cette histoire des vainqueurs ou des vaincus, mais on voit bien que quand on dit vainqueur-vaincu, on a déjà donné un sens à l'histoire. Mais le possible permet d'augmenter les capacités d'action des acteurs. Si on prend le cas de la révolution de février 48, par exemple, ça permet d'explorer... Ce dont on parlait avec Baudelaire et le salut public. On s'est inspiré des travaux de Michel Reussarcet quand on a fait ce passage-là. Le contrefactuel permet de donner plus de densité, plus d'épaisseur à la République démocratique et sociale. C'est-à-dire qu'on l'étudie sans savoir qu'elle va échouer. Et d'un seul coup, on comprend pourquoi les acteurs se sont aussi investis et en fait, comment elle a réellement été mise en œuvre, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est 50% de la population parisienne qui travaille dans le monde des ouvriers, et que concrètement, toute une organisation de travail avait commencé à se mettre en place avant qu'elle soit détruite par le nouveau pouvoir arrivant. Par ailleurs, ça permet de voir que les acteurs eux-mêmes en font en permanence. Une révolution se fait avec des contrefactuels. Les promesses non tenues du passé, de 1789, interrompues par de funestes aléas, c'est le langage qu'on trouve en 48 ou sous la Commune que je connais mieux, c'est le langage du révolutionnaire en action. Voilà deux exemples. Pour dire quoi? C'est que la vertu première de cette histoire contrefactuelle, qu'on a appelée histoire des possibles, une fois qu'on la mobilise à certaines conditions, c'est de lutter contre l'histoire, ce qu'on a dit depuis le début, contre l'histoire téléologique, c'est-à-dire celle qui avance vers sa propre fin.
l'histoire linéaire. Hein. Quand on fait de l'histoire de l'État, l'histoire du capitalisme, on a l'impression que ça va tout droit et puis qu'on ne peut pas y échapper. Insérer dedans du contrefactuel et du possible, c'est rappeler que cette histoire ne va pas de soi, qu'elle est le fruit de choix, de rapports de force, de lutte entre groupes sociaux. Donc c'est une histoire qui est beaucoup plus riche, discontinue, qui est beaucoup plus conflictuelle également. Et c'est une histoire qui permet de défataliser l'histoire, de lutter contre l'illusion rétrospective de la fatalité, pour reprendre des termes qui sont ceux d'un philosophe de l'histoire. Et évidemment, la finalité est un corps politique, c'est ce que disait Mathilde Larère tout à l'heure. En rouvrant les possibles du passé, on rouvre les capacités d'action dans le présent, sans qu'elles soient forcément partisanes ni rien. C'est simplement, là on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative, s'il y en a eu dans le passé, fatalement, le présent est lui-même fait de ces alternatives. Voilà un petit peu les promesses possibles de cette histoire contrefactuelle. Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'elle fait rire au début, et quand on rentrait dedans, on avait des questions de plus en plus élaborées, de plus en plus compliquées, de plus en plus riches, et c'était assez agréable à travailler. Donc, si je vous entends bien, et comme Ludivine, si vous pouvez réagir à ça, c'est au fond l'idée que être historien et enseignant d'histoire, c'est quand même raconter ce qui s'est passé, et en même temps raconter ce que ça aurait pu être autrement. Oui, c'est raconter les deux. Mais c'est-à-dire que c'est possible, ça, dans une salle de classe? Mais bien sûr, parce que c'est prendre au sérieux les actrices et les acteurs de cette histoire. Et quand je parle d'acteurs et actrices, c'est vraiment, encore une fois, au sens de vous et moi, engagés dans une histoire, ayant conscience aussi de vivre l'histoire. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par Arnaud, sur les analogies, je pense que c'est juste, il ne faut pas faire d'analogie en histoire. En revanche, ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir en quelque sorte, Walter Benjamin aurait parlé d'étincelles ou d'entrechocs ou de collisions entre des moments d'histoire qui tout à coup, par le fait même de la demande d'histoire de ces protagonistes, font revivre des événements. Alors, Quentin évoquait la Commune, et par exemple, en travaillant beaucoup, et notamment à partir des archives de police aussi, sur 1968, on peut voir à quel point la Commune n'est pas seulement une référence. Michel Riosarcé connaît bien ces questions également. On y travaille toutes et tous plus ou moins de cette façon. C'était juste avant le centenaire, en 1971. Mais la Commune n'est pas simplement une référence morte, ce n'est pas une référence éteinte. C'est, si on veut parler de référence, une sorte de surgissement du passé présent qui devient vivant parce qu'il est porteur justement d'une perspective d'émancipation. Et c'est à partir de ce passé, non pas simplement pour le glorifier ou pour l'embaumer, l'enfermer dans un mausolée qui serait complètement cadenassé, mais au contraire pour le sortir de sa gangue, y compris interprétative, qu'on peut véritablement penser des projets. C'est-à-dire que les projets, évidemment, ce sont en effet des héritages, ce sont des strates temporelles qui se juxtaposent et qui s'entremêlent. Et ce qui est passionnant, encore une fois, c'est de redonner vie, de redonner sens et de prendre au sérieux, encore une fois, pour revenir à votre question sur est-ce qu'on peut envisager, oui, les futurs imaginés, bien sûr, et par là même, c'est ce qui m'intéresse beaucoup également, les imaginaires révolutionnaires. Les imaginaires révolutionnaires, alors, ici ou ailleurs. Il y a deux exemples que je voudrais citer rapidement parmi les deux dernières lectures que j'ai faites. L'une, ça paraît très national, mais en fait, à mon avis, ce n'est pas du tout un cadre national. C'est le livre d'Éric Vuillard qui s'appelle 14 juillet. C'est vraiment, mais je le recommande, mais c'est un livre passionnant. C'est pas un roman, c'est un récit. Alors, Éric Vuillard est un écrivain, mais c'est pas un roman. C'est pas une fiction. Non, c'est pas un roman, c'est pas une fiction, c'est un récit porté sur l'échelle très micro des acteurs vivants prenant la Bastille. Qu'est-ce que c'est concrètement, pour vous et moi, si nous avions à le faire, que prendre la Bastille, que prendre une échelle, que se saisir du moment et y vivre et y mourir aussi. Mais j'ai lu aussi une thèse magnifique de Victor Louzon récemment qui porte sur une révolte, la révolte de 1947 à Formose. Ça peut nous paraître très éloigné, mais moi, pour reprendre toutes les questions sur la repentance, l'histoire honteuse, etc., moi, je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas concernée par la honte de ceux et celles qui ont colonisé, qui ont massacré, qui ont pillé. Mais en revanche, je me sens portée par une espèce de, non pas de fierté, parce que je n'y étais pas, mais par la joie et l'enthousiasme de toutes celles et ceux qui ont participé, par exemple, à ces révoltes, et qui ont été d'une création et d'un courage extraordinaire, qui nous inspirent pas au sens de modèle, encore une fois, mais d'une vie du passé. Alors, je rejoins ce que disait Michel Riosarcé tout à l'heure sur, c'est très benjaminien, c'est les morts du passé nous appellent, il y a la vie des morts.
Et ils ne nous appellent pas en tant que nous serions leurs mandataires testamentaires, mais ils nous appellent parce qu'on a besoin, nous, de reconnaître justement leur force et leur courage. Et ça nous porte, y compris dans les temps sombres que nous vivons. Moi, je me sens finalement plus optimiste en y pensant de cette façon. Je me fais un peu, Michel Ressarcey, justement l'avocat du diable, je ne sais pas, mais en vous écoutant, je me disais, mais est-ce que comment ne pas sombrer, en même temps tomber plutôt dans une autre forme d'histoire mythologique qui se voudrait du côté de l'émancipation, mais se souvenir de la Commune de Paris, etc. Est-ce que ce n'est pas le risque de dire à un roman national conservateur qui fige, j'en propose un autre, et qui est aussi un roman? Voilà, c'est documenté, il y a des archives. Voilà, on ne perd jamais de vue notre travail d'historienne et d'historien par le retour incessant aux archives, ce que font très peu les promoteurs d'un grand roman national complètement mythifié. C'est pourquoi il ne faut rien taire, pour éviter justement le contre-roman national. Aucune ombre. Ne rien taire. Mais en même temps, plusieurs questions se posent parce que, oui, Paxton, oui, la distance, oui, essayer de penser qu'on est issu d'un autre monde. Seulement, nous sommes dans ce monde. Et c'est tout cela qu'il faut assumer. Donc, ne rien taire, c'est à la fois essayer de restituer justement non seulement les conflits, mais les espoirs du passé, mais en même temps dire, par exemple, que les grands historiens, nos ancêtres, que j'ai lus avec plaisir par ailleurs, Seignebos, pour ne pas le citer, explique que les communards n'ont même pas le titre de belligérants et que la République troisième de nom s'est construite contre la commune. C'est pas magnifier la commune, c'est pas rendre, c'est simplement rendre compte de ce qui s'est passé avec, qu'on le veuille ou non, des dominants et des dominés. On peut faire la même chose à propos de l'Algérie. On peut faire la même chose à propos de l'esclavage, des colonies. C'est-à-dire que ce rapport-là, qui n'est pas simplement un conflit ordinaire, cette humiliation passée, ces impossibles renaissent, comme je le disais tout à l'heure, par le ressentiment ou par l'idéal. Et cette dimension-là, il faut tout dire, ne pas valoriser telle ou telle interprétation du passé, mais essayer de rendre compte justement de cette multiplicité d'interprétations qui n'est pas l'œuvre des historiens seulement, qui est d'abord l'œuvre de ceux qui interprètent l'histoire au moment de l'avènement et qui, tout de suite, dénient en quelque sorte aux acteurs le statut de sujet. Et donc, ces sujets de l'histoire qui, malgré le fait, bien qu'ils aient fait l'histoire, on ne peut pas les restituer en tant que héros de l'histoire, mais simplement leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est précisément, ça a été interprété de manière sélective, de manière exclusive, et du même coup, on a oublié. Pourquoi ça m'intéresse ça? C'est pas parce que j'ai envie, moi, personnellement, de refaire l'histoire, le passé est mort, simplement que, on le veuille ou non, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que les événements ressurgissent. Et l'idéal de Condorcet, par exemple, un des collègues amis avec qui je travaille et qui est professeur du secondaire, qui s'appelle Kamel Chabal, me disait tout à l'heure, il ne faut quand même pas oublier que Condorcet, il a pensé une république autre dès 91, où il y avait les femmes, les Noirs, la totalité du monde, en tant qu'individu, citoyen, possible. Cette histoire n'a pas eu lieu, elle a été réinventée, on a fait une autre république et notre héritage, c'est tout ça. Et donc, dire que ce que disait Condorcet, ce qu'espérait Condorcet, et Condorcet n'est pas un anonyme, était vraiment différent de ce qui s'est passé. Les femmes ont mis plus d'un siècle et demi pour pouvoir accéder réellement au suffrage. C'est beaucoup pour la France. Et c'est pourquoi cette objectivité que vous peut-être laisseriez se poser, ou cette objectivation absolue, si vous voulez, j'ai quelques difficultés personnellement à l'assumer parce que je suis héritière
de toutes ces femmes qui n'ont pas obtenu les droits. Je suis héritière de tous ces colonisés qui, justement, je suis un petit peu plus âgée que vous, que j'ai connus dans la situation particulière de la colonisation et de la guerre, en particulier pendant la guerre d'Algérie. Et je ne peux pas faire d'histoire autrement que subjective, mais au sens noble et critique du terme. Ça ne remet pas en cause ce qu'on disait à propos des frontières et à propos de l'objectivité de l'étranger par rapport à la nation, mais il faut mêler tout ça. Arnaud, oui, je ne vois pas forcément de contradiction, parce qu'effectivement, je pense que... Oui, c'est ça. L'idée d'une histoire objective est quelque chose... ça peut être un objectif méthodologique quand on est devant les archives et quand on essaye justement d'analyser et de rendre compte. Ne pas tricher avec les faits. Avec Après, l'objectivité dans l'écriture, ça n'existe pas. Et effectivement, bien sûr qu'on écrit de quelque part et avec une idée en tête. Et ça, c'est... Et cette idée, le but, c'est simplement d'en être conscient, et peut-être qu'un des moyens, justement, c'est de la décentrer. Je dirais que la différence, elle n'existe pas ici. L'histoire va être subjective dans tous les cas, parce qu'elle est écrite de manière subjective. L'enjeu, c'est simplement, peut-être, justement, encore une fois, de retrouver cette part d'étrangeté. Mais il y a plusieurs manières de le faire. On arrive... Allez-y, vous voulez réagir? Oui, oui. Dernière question. Moi, je fais très vite. On touche du doigt un problème qui se pose à tous les historiens, c'est celui de la question de la distance et de la proximité avec son objet et avec le passé. Et chacun, c'est un art en fait de l'articulation des deux, et chacun au fond se débrouille comme il peut avec ça. Mais en être conscient, c'est déjà faire une meilleure histoire à mon avis. Et puis pour revenir sur ce avec quoi on a commencé, parce qu'on parlait du roman national, puis vous avez posé la question de la France à l'heure du monde, il faut rappeler qu'il n'y a pas plus transnational que le roman national. C'est-à-dire qu'au moment où les identités nationales se développent au XIXe siècle, Anne-Marie Thiès, qui est une historienne, a appelé ça un kit, le chant, le drapeau, l'hymne, l'histoire, la langue, c'est un phénomène d'imitation et de contraste que tous les pays partagent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de moins strictement français que le roman national. Voilà un des moyens avec lesquels on peut reconstruire de la distance et de la proximité avec notre objet de départ. Mais justement, c'est la dernière question que j'allais vous poser. Je me demandais si un de nos problèmes n'est justement pas aujourd'hui, dans toute cette crise, le fait qu'on soit amené à faire cette émission, c'est que quand même il y a des choses à préciser, qui est la crise du rapport au monde, la globalisation, l'interdépendance du monde, la civilisation globale dans laquelle on est. Pour vous faire réagir, j'ai retrouvé, puisque c'est un petit fil conducteur d'hommage à Suzanne Citron, Suzanne Citron avait fait l'histoire de France autrement, donc une sorte de manuel, pourrait-on dire, et qui se termine aujourd'hui, ça ferait bondir certaines tendances de notre champ politique. La conclusion, c'est un avenir européen et planétaire. L'histoire de France, c'est un avenir européen et planétaire, une culture européenne de l'échange et du métissage. Et je dis ça parce que, dans la tension, j'ai retrouvé, parce que c'est une vieille tradition de faire une histoire alternative, donc un manuel qu'avait fait dans l'entre-deux-guerres l'école émancipée, donc la gauche du monde enseignant, un peu critique, nouvelle histoire de France, disant d'ailleurs, enfant, étudie cette petite histoire de ton pays, elle a été faite pour toi, elle n'a pas oublié les paysans, les ouvriers d'autrefois qui ont peiné, qui ont souffert, c'est le travail qui est à la base de tout dans la vie d'un pays. Bien de quel côté on se situe socialement, et y compris le passage sur l'Empire. Il y a l'empereur veut de la gloire, ça c'est, on explique, et puis après, une cour de maréchaux, la gloire militaire, la Légion d'honneur, etc. Même un jour on rétablit l'esclavage, un jour on crée la Légion d'honneur, mais après c'est ce que coûte la gloire, les vies humaines, le blocus continental. Bon, bref, voilà les vainqueurs, voilà les dégâts qu'ils font. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est qu'à la fin de ce livre, pour dire qu'au fond on est quand même déterminé, alors que c'est un livre l'émancipation. Il se termine par quel rapport au monde? L'empire colonial français. Et il explique que l'empire colonial, eh bien, c'est que simplement, il faut trouver des marchés, et que c'est utile, et que il y a différentes façons de coloniser. Il y a coloniser de mauvaise manière, mais il y a les bienfaits. C'est écrit comme ça. Et ça rejoint ce que disait notre ami inspecteur général tout à l'heure. Il n'y a pas d'histoire noire ou blanche. Les bienfaits de la colonisation. On est dans les années 20-30, il n'y a pas, dans cette réédition, je n'ai pas la date, les bienfaits de la colonisation, c'est-à-dire justement la rencontre des peuples, tous les colonisateurs ne pensaient pas qu'à faire fortune, sans scrupules, etc. Donc, la relation entre une histoire nationale et la relation au monde. Un dernier mot.
Oui, parce que c'est votre propos, en mais plus. bien C'est le sûr, propos de votre livre. parce que la question, alors là, ça mériterait tout un débat, c'est de quelle mondialisation parle-t-on? Évidemment, on se sent tous au monde et c'est ça qui nous a intéressés, notamment dans cette collection, c'est de mesurer l'évolution de cette conscience du monde, de ces métissages, de ces partages qui sont évidemment heureux. En même temps, quand, je me souviens d'un petit passage de Frédéric Lordon, je pense que c'est contre Jacques Attali ou l'un de ses père, qui parle de mondialisation heureuse pour caractériser les années 90. Et Lordon dit, ah ben oui, mais ça c'est vraiment typique des gens qui parlent de leur propre classe sociale pour décrire l'état du monde en général. La mondialisation, dans le sens où l'entendent les Jacques Attali et consorts, c'est aussi dans le sens d'une dérégulation absolue, de l'absence totale de rapport au respect des droits du travail, des droits des individus, etc. Et c'est un autre versant, évidemment, de la mondialisation qu'il ne s'agit pas de masquer au nom du fait que nous nous sentons bien davantage au monde qu'appartenant à un cadre national. On arrête là. On a dépassé de quelques minutes, mais on arrête là justement avec le monde qui est en nous, comme on en a l'habitude, avec les slameurs de On a slamé sur la Lune. Capitaine Alexandre et Rohan Hussein nous rejoignent et vont nous parler de leur roman national à eux, tel qu'ils le voient et tel qu'ils l'inventent en géopoétique, comme ils savent le faire.